imagine autour de vous des oncles, des tantes, des machins, puis vous voyez bien ceux qui sont agréables et ceux qui ne le sont pas. Enfin, peut-être même vos parents, bon, on ne sait jamais. Donc, enfin, le cinquième point, c'est le côté consciencieux. Alors, il y a des gens très consciencieux. Tout est bien ordonné, bien rangé, leur chambre est nickel, ils ne sont pas engueulés par leurs parents parce qu'il y a les baskets qui traînent dans le salon, etc. etc. Enfin, tout, voilà, tout bien rangé, qui arrivent à l'heure, qui sont ponctuels, qui font fiables, font ce qu'on leur dit. Puis des gens bordéliques qui rangent jamais rien, qui se trompent toujours d'horaire, qui rendent des copies d'examen ni fait ni à faire. Enfin voilà, donc voilà à peu près les 5 dimensions de personnalité. Et sur ces Big Five, sur ces 5 dimensions, bah, vous pouvez vous ranger vous-même d'ailleurs. Hein. Bon, le test, il est accessible sur Internet. Hein, vous tapez Big Five, vous les avez tout de suite. Vous pouvez vous faire tester, comme ça vous verrez un peu quel est votre profil. Alors ça, c'est effectivement plutôt pour les personnalités normales, bon, pour voir, tout normal que vous soyez, comment vous vous définissez dans cette personnalité normale, quelles sont vos tendances, quels sont vos grands traits de personnalité sur ces 5 dimensions. Alors, à côté de ça, il y a le TCI, hein, donc je disais, donc il y a aussi des dimensions, sauf que c'est plus 5, mais 7. Et alors les psychologues ne sont jamais d'accord, est-ce qu'il y a 5 dimensions fondamentales, est-ce qu'il y en a 6, est-ce qu'il y en a 7? C'est comme les émotions, hein, querelles d'experts à l'infini sur les émotions fondamentales, la joie, la tristesse, la colère, l'anxiété, etc. Quelles sont les grandes émotions fondamentales? Bon, peu importe. Donc, vous allez voir que ça se recoupe un peu, puisque le TCI, c'est 4 tempéraments et 3 caractères. Les tempéraments, c'est l'évitement du danger, avec côté un peu prudent, hein, qui va pas la tête brûlée, qui va toujours au-devant des emmerdements. La recherche de nouveautés, donc on retrouve le Big Five. La dépendance à la récompense, ça c'est pas mal, en plus de Big Five, c'est le côté besoin toujours de satisfecit. Vous voyez, vous faites quelque chose, c'est bien ce que j'ai fait, voilà, besoin d'être rassuré par les autres sur la qualité de ce qu'on a fait. Vous avez des gens comme ça, hein, qui ont besoin toujours de... Alors, je ne dis pas qu'ils ont besoin de médailles, de Légion d'honneur et de couillonnade pareil, mais qui ont besoin, voilà, d'une reconnaissance sociale. Besoin d'être... Alors aussi, la Légion d'honneur à l'extrême, bon, mais ça c'est quand on avance en âge et qu'on n'a plus grand espoir d'avoir des satisfecits, on se dit j'ai une médaille, ça fera mieux. Bon, voilà. Donc il y a effectivement cet besoin effectivement de reconnaissance et voilà, de réassurance et de gratification. Et puis, il y a la 4e point, c'est le côté endurant, le mec qui persévérant, et voilà, par rapport à quelqu'un de velléitaire. Oh, ça me fait chier, j'arrête, j'en ai marre. Bon, au contraire, le mec, ouais, je tire jusqu'au bout. Alors, les grands persévérants, ils font Polytechnique, et puis les moins persévérants, ils font sociologie, ou enfin bon. Je n'ai rien contre les sociologues, hein, n'avez pas répété mes propos, hein, même si c'est enregistré. Mais enfin, vous voyez, donc, il y a le côté plus velléitaire, plus fantaisiste, plus artiste, puis le côté mec acharné, etc. Voilà, les médecins, à peu près au milieu, parce que quand même, le concours d'entrée n'est pas si facile que ça. Donc, voilà. Voilà, donc le côté persévérant. Et les caractères, eh bien, il y a le premier caractère, c'est le côté plus ou moins dans la transcendance, la spiritualité, au contraire, très concret. Il y a des gens très, très concrets, puis d'autres qui ont des aspirations spirituelles, qui aiment bien tout ce qui est un peu métaphysique, etc. Donc là aussi, hein, des gens très matérialistes, puis d'autres, au contraire, très, très enclins à une vie spirituelle. Alors, c'est vrai que ça, les plus enclins, ils sont plus les clients des grands cultes, quels qu'ils soient, et les autres plutôt dans une philosophie assez matérialiste, consumériste. Bon, voilà. Bon, voilà, donc, et donc ça fait partie de notre personnalité. Le côté coopératif, comment voilà, est-ce qu'on est le bon camarade sympa qui gère avec les autres ou pas? Égoïste, coopératif, enfin égoïste un peu tendance je m'occupe de moi ou au contraire je participe. Et puis le côté déterminé au sens change pas d'avis. Hein. Moi, quand je dis un truc, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et versus quelqu'un qui est plus susceptible de
bon, d'adapter son comportement, sa façon d'être. Voilà. Donc, avec ces 7 tempéraments et caractères, vous pouvez qualifier un sujet et définir sa personnalité. Ça, c'était donc pour les personnalités dites normales, mais à côté de ça, vous avez les personnalités pathologiques. Et dans donc elles qui sont catégorielles, donc on ne dit pas une dimension oui, non avec un chiffre, on dit, voilà, si une personne a telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique, par exemple, prenons le premier exemple, paranoïde, quelqu'un ou paranoïaque, bon, le paranoïaque, eh ben, vous allez retrouver quelqu'un qui a tendance à être très méfiant, sûr de lui, surestimation de lui-même, peu de prise en compte de l'opinion d'autrui, etc., etc. Donc, voilà, et tendance à se sentir persécuté, à considérer que les autres lui veulent du mal. Bon, voilà. Donc là, si vous avez X critères de ce type sur une liste qui vous est proposée, où vous répondez en oui-non, hein, c'est catégoriel parce que c'est oui-non, et bien là, vous dites, bah, celui-là, il a plutôt une personnalité paranoïaque. Les autres personnalités, c'est les personnalités schizoïdes. Alors, les schizoïdes, ça renvoie à la schizophrénie, c'est les gens assez introvertis, très propension à une vie plutôt spirituelle que très matérielle, difficultés dans les relations et les contacts, etc. etc. Donc très repliés, très autistes, enfin, très renfermés. Voilà, donc ça, c'est les personnalités schizoïdes. C'est ce qu'on appelle le cluster A qui renvoie aux grands troubles psychotiques que sont la schizophrénie ou la paranoïa, hein, parce qu'on pourrait dire, c'est un peu schématique, mais que les personnalités pathologiques, c'est un peu les formes à minima des maladies mentales qui leur correspondent. Hein, par exemple, les personnalités histrioniques, bah, c'est un petit peu ce qui renvoie aux névroses hystériques, hein, même si le mot névrose hystérique est un terme qui n'est plus tellement utilisé par les psychiatres du XXIe siècle, mais qu'il a beaucoup été pendant tout le XXe siècle. C'est vrai que les personnalités histrioniques, bon, très théâtrales, manipulatrices, je dis tristes parce que c'est plus des filles que des garçons, tendance à toujours se mettre en scène, une espèce de facticité des affects, etc. Voilà. Donc là, vous avez une qualification d'une personnalité histrionique. Les personnalités narcissiques, donc les personnes qui ont toujours besoin de se mettre en avant et de considérer qu'ils sont les meilleurs et qui ont toujours une espèce de besoin d'être rassurés sur leur performance, leur excellence, etc. Bon. Qui s'aiment, hein, par des définitions même du narcissisme primaire, hein, le narcisse qui se regarde et qui aime son image. Les personnalités borderline, comme son nom l'indique, limites, donc qui ont une espèce de propension à l'instabilité et à la fluctuation des symptômes, qui peuvent de temps en temps basculer dans des manifestations psychotiques délirantes ou qui ont une tendance très impulsive, une caractéristique, une espèce de propension à l'ennui et à l'impulsion brutale qui émerge. Donc ça, c'est les personnalités borderline. Je ne les définis pas parce qu'il faudrait 1 heure pour chaque personnalité pour donner des détails. Je vous donne juste des flashs. Et les psychopathes, c'est des personnalités très impulsives, très Gérard Depardieu, vous voyez, espèce toujours dans la transgression des règles, des lois, qui picolent en moto, qui pètent la tronche aux gens qui ne leur plaisent pas. Enfin, les psychopathes, bon voilà, c'est des personnalités très impulsives, violentes, agressives, transgressives, hein, toujours effectivement aux marges des règles et des lois, et voilà. Bon, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cluster B. Et puis le cluster C, eh bien, vous avez les personnalités évitantes, quelqu'un un peu de fuyant, un peu phobique de tout, etc. Dépendante, bon, dépendante, c'est ses cotines, hein, ces personnalités un peu qui collent, qui ne peuvent rien faire sans qu'on les rassure, on soit autour d'eux, etc., etc. Et puis les personnalités obsessionnelles compulsives, donc qui renvoient à la névrose obsessionnelle, qui sont des gens qui sont qui sont très rigides, très organisés, qui vérifient tout, qui sont très à l'heure, qui sont très rangés, qui ont au pire, quand ils virent névrose obsessionnelle, des rituels de rangement, des obsessions de rangement, des obsessions de contamination par les microbes, enfin, qui sont voilà. Donc ça, effectivement, c'est les personnalités obsessionnelles. Bon, voilà donc les grands types de personnalités psychopathologiques, de troubles de la personnalité qu'on peut décrire dans le DSM, c'est-à-dire le Diagnostic Statistical Manual, donc la classification nord-américaine des troubles mentaux, mais on retrouve toujours ces clusters
dans d'autres classifications, la classification de l'OMS, la classification internationale des maladies où il y a les personnalités pathologiques, vous les retrouvez. Une de plus, une de moins, parce qu'il y a toujours des discussions d'experts. D'ailleurs, dans la 5e édition du DSM, qui vient de paraître en français, là, au mois de mai, là, vous avez de nouveau d'autres façons d'appréhender les troubles de la personnalité. C'est vrai que c'est un des champs qui est le plus mouvant dans la psychiatrie, parce que les gens ne sont pas tout à fait d'accord. Voilà. Donc, mais au-delà des désaccords et des querelles d'experts, ces grands types de personnalité, le parano, le schizo, l'obsessionnel, l'histrion, on les retrouve quand même depuis un siècle dans la littérature sous une forme ou sous une autre. Donc ça reste quand même les grands prototypes de personnalité pathologiques. Voilà donc pour les personnalités pathologiques. Alors, comment on les évalue? Eh bien, alors là, il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines de tests, de questionnaires. Alors, les plus anciens, qui sont d'ailleurs maintenant pratiquement plus utilisés, c'était les classiques, le Rorschach, le MMPI. Le Rorschach, vous savez, c'est ces planches d'encre qui donnent des images un peu genre papillon, chauve-souris, etc. Vous avez vu ça dans tous les films où il y a un peu un psy qui se produit. Alors, on vous dit, ah, il a passé un Rorschach, on voit de loin un peu. Vous avez tous peut-être même manipulé des Rorschach. Bon. Et là, on demande au sujet de dire ce qu'il voit, et en fonction de ce qu'il voit et du thésaurus d'informations qu'on connaît ou que les psychologues formés au Rorschach connaissent, bah, vous pouvez identifier des caractéristiques psychopathologiques particulières chez le sujet. Mais c'est vraiment de moins en moins utilisé, et il y a de moins en moins de psychologues qui savent bien faire passer des Rorschach. Donc c'est devenu vraiment un petit peu folklorique, anecdotique, comme le MMPI, le Minnesota Multiphasic Personality Inventory, qui est une liste de questions qui permet... Alors il y a plein de formes, enfin plus d'une centaine de questions. Et puis il y a des formes longues, des formes courtes, enfin peu importe. Et le MMPI vous permet de retrouver les clusters de personnalités schizoïdes, paranoïaques, etc. Ça, c'est un peu maintenant passé de mode au profit de questionnaires spécifiques de certaines personnalités. Si on subodore cliniquement une personnalité schizotypique, par exemple, ou schizoïde, bien il y a des questionnaires et des tests pour personnalité schizotypique. Si on veut élargir les choses, le TCI, il y a un questionnaire sur le TCI qui permet, en fonction des réponses, de vous classer en fonction de vos différents tempéraments et caractères. Donc, il y a des questionnaires, il y en a autant que de dimensions, et même infiniment plus, puisque non seulement on peut tester tel ou tel type de personnalité, mais on peut aussi tester au travers d'échelles d'évaluation, par exemple, des modalités d'un trait de personnalité. L'impulsivité, par exemple, il y a 3 ou 4 échelles dans le monde sur l'impulsivité pour mesurer la propension à être impulsif. Bon, ce qui est important, on le verra tout à l'heure pour la médecine et la psychiatrie, de savoir quelles sont les potentialités d'impulsivité des sujets, parce qu'il y a des gens plus contrôlés et d'autres plus impulsifs, et donc c'est important de pouvoir le mesurer. Donc il y a des tonnes de questionnaires qui ont été faits, conçus, validés dans la littérature internationale, et on peut à peu près... après, la question, c'est pas d'en avoir, c'est de trouver le bon sur plusieurs pour une même question. Alors, le troisième point, c'est les interviews structurées qui sont, elles, destinées à poser des listes de questions standardisées auxquelles il est répondu par le patient en fonction, effectivement, d'un protocole de questions très précis, standardisé, comme son nom l'indique, et les personnes doivent répondre oui, non, et puis à la fin de cette interview longue, on peut définir différents types de maladies, s'il s'agit d'une interview standardisée pour des diagnostics psychiatriques ou de personnalités pathologiques. Voilà, donc sachez que je ne vous demande pas de connaître le détail de toutes ces évaluations parce que c'est quasiment un métier en soi à part entière. Les psychologues qui font de l'évaluation psychométrique, c'est un métier, il faut plusieurs années de formation. Mais sachez qu'il y a énormément, effectivement, de tests, pratiquement autant qu'il y a de tests biologiques pour mesurer le potassium, la glycémie, etc.
eh ben, on a l'équivalent dans le champ de la psychologie et de la psychiatrie. Alors, pourquoi est-ce que c'est utile d'avoir un peu cette formation de base, de psychologie médicale, et de bien connaître les personnalités? D'ailleurs, je vous conseille, pendant votre cursus de d'étudiant en médecine, quand vous serez externe, de faire un stage dans un service de psychiatrie, parce que tant qu'on n'a pas vu, bah, c'est pas très bien à quoi ça ressemble, on s'en fait une idée fausse, d'autant que ce soit les médias ou les films, aussi bons soient-ils, donnent toujours une vision extrêmement déformée de ce qu'est la réalité des choses en psychiatrie, parce que même si vous avez d'excellents acteurs, Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est un très bon film, mais c'est vraiment du cinéma. Bon, ça correspond en rien à la réalité de... Voilà. Pourtant, c'est un excellent film, mais qui a fait un mal considérable à la psychiatrie, parce que les gens fantasment sur ce que nous faisons, sur ce que nous sommes. Et donc, je pense que c'est très important, non seulement pour connaître les subtilités de la psychologie humaine, et dans votre métier, quel que soit ce que vous ferez, chirurgien ou médecin ou interniste ou dermatologue, ça sera toujours important d'avoir ce background, d'autant qu'il y a à peu près 20% de la population générale qui a des troubles mentaux, et que donc en plus, pas inutile, si vous avez des vrais malades mentaux, que ce soit des déprimés, des schizophrènes, des paranoïaques, de savoir un peu comment vous y prendre, parce que, évidemment, on ne gère pas un malade qui souffre d'une maladie mentale, quelle que soit sa maladie. Prenons le diabète. Le diabète chez un schizophrène, je le souligne parce qu'il y a à peu près 2 fois plus de schizophrènes diabétiques que dans la population générale. Donc c'est un facteur de risque d'être schizophrène pour le diabète. Et ben, on ne prend pas en charge un diabétique s'il est schizophrène que s'il n'a pas de troubles mentaux. Bon, ce n'est pas la même façon de prendre en charge, et donc c'est très important de le connaître. Alors, en quoi est-ce que ça influence votre exercice? Eh bien, ça l'influence à de nombreux niveaux. Déjà, la demande de soins. La demande de soins, ça résulte donc d'une démarche plus ou moins volontaire de la part des malades. Je dis plus ou moins volontaire parce qu'il y a des gens qui ont tendance à aller trop consulter et d'autres pas assez. Bon, ça, vous l'imaginez bien. Et puis, il y a des gens qui consultent de leur propre initiative ou parce qu'on les force, on les pousse, on les incite. Alors, ça peut être une incitation musclée, type force de police qui trouve quelqu'un dans la rue qui a un comportement bizarre, qu'il chope, qu'il l'amène à l'hôpital. Bon, ça, c'est pour les grands malades mentaux, mais ça peut être pour la médecine, un mari un peu négligent, un peu phobique, qui sait bien qu'il a un problème et qui retarde l'échéance d'aller voir un médecin. Voilà, donc on peut avoir toutes les entraves à la demande de soins possibles et imaginables, la peur du médecin, la peur de la médecine, la peur de la maladie, qui fait qu'on diffère. Voilà, donc la demande de soins, elle est évidemment, c'est un facteur extrêmement psychologique de la démarche. Et donc, ça peut soit freiner, soit accélérer, parce qu'il y a des gens, au contraire, qui sont très inquiets de leur petit bobo, leur petite maladie.